Salut à toutes et à tous, vous regardez l'œil de Moumou sur le média qui grandit, qui innove avec une deuxième chaîne YouTube, le Média 24/7, à laquelle nous vous invitons à vous abonner, une proposition un peu plus info chaude que la chaîne principale avec de nouveaux programmes, la contre-matinale à 8h du matin, du lundi au vendredi, et le journal des luttes à 13h, toujours du lundi au vendredi, et toujours sur le Média 24/7 au cœur de l'actu, notre émission du soir, et sur la chaîne Le Média TV, retrouvez nos chroniqueurs et journalistes habituels ainsi que le récap, un bulletin d'infos concis et dense animé par Marion Lopez sur la chaîne Le Média TV. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Alors comme le veut la tradition, on commence par les tops et les flops, mais tu ne nous épargneras pas un petit préambule parce que c'est la tradition. Oui, il y a des mauvaises langues, il y a des gens comme ça qui disent des choses qui ne sont pas forcément exactes, pas forcément vérifiées. Et puis j'étais extrêmement déçu, d'ailleurs on est souvent et tout le temps d'ailleurs trahi par ses proches, c'est le principe de la trahison. Et là j'ai été trahi par Caisse de Grève qui... a fait une vidéo, un montage sur mes soi-disant tics de langage. Et je trouve cette vidéo incroyable, extraordinaire. Enfin, je trouve qu'elle n'a aucun sens. Waouh, quoi. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Je vous laisse regarder et juger par vous-même. Qui se cache, qui machin, son téléphone, machin. Fou que machin, machin. C'est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est incroyable. C'est marrant. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors ça, c'est incroyable. C'est assez marrant. Ça n'a aucun sens. Et je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Complètement délirant. Je comprends pas. Complètement délirant. Ça n'a aucun sens non plus. C'est complètement délirant. Je veux dire, l'éducation nationale, quoi. Bourvil, quoi. L'affaire Dreyfus, quoi. Le plateau de télé, quoi. Waouh, quoi. Bon, ce qui ne m'empêchera pas, évidemment, de reprendre les fameux et très classieux montages de Caisse de Grève. Je passe l'éponge, mon cher camarade. Quel talent! Et c'est parti pour les tops. Mon top va aller, il y a très peu de tops cette semaine, malheureusement. C'est un peu dans l'air du temps, mais il va aller à Jean-Claude, un auditeur d'Europe 1. Alors je ne sais pas ce qu'il fait sur Europe 1, mais il y est. Et il va réussir à faire bafouiller Pascal Praud en intervenant de manière assez juste sur l'affaire Le Pen et des fameux attachés parlementaires européens. Je vous laisse écouter, c'est assez magnifique. Et Pascal Praud va en venir même à donner l'heure qui n'est pas exacte, c'est-à-dire c'est pas une heure ronde, tellement il est perdu. Écoutez. Par exemple, Julien Audoul qui envoie 4 mois après son embauche un mail pour dire qu'il veut faire connaissance avec la députée dont il est l'attaché parlementaire. Par exemple. Vous voulez qu'on parle de l'attaché de communication de M. Mélenchon, par exemple? Non. Il est 11h27. Moi, je m'en fous complètement. Alors là, vous tombez très mal parce que moi, je suis gaulliste depuis 1965, voyez-vous. Alors Mélenchon, c'est pas ma tasse de thé. Alors on continue avec Elliott Daval. Oui, qui est un porte-flingue de Bolloré, de Bolloland, qui est sur les médias de Bolloré, notamment CNews, et qui va y aller. Alors, c'est assez marrant parce qu'il va décortiquer et annoncer les 3 rassemblements qui ont lieu ce week-end, enfin le week-end dernier. Donc, on s'en fout un peu de Gabriel Attal, mais il va faire un effet miroir entre la France insoumise, pour aller vite, et puis les Verts, d'un côté, et puis Le Pen, évidemment, Bardella et compagnie, de l'autre. Chacun étant là pour des raisons, évidemment, extrêmement différentes. Et il va les dépeindre. On est avant le rassemblement, donc il n'en sait rien de qui il va y avoir là-bas. Regardez ce qu'il va faire. Il va expliquer de manière très fine et très nuancée la différence entre les 2 rassemblements. Ce matin, ce sont 3 Frances irréconciliables qui se mobilisent ce dimanche à Paris. D'abord, place Vauban autour de Marine Le Pen, une France silencieuse qui n'a pas pour habitude de battre au pavé, une France éloignée de la bobosphère parisienne, sans ADN militant, mais qui reste massive dans les urnes. Les législatives, les européennes ont montré cette volonté d'alternance, pouvoir d'achat, sécurité, immigration, souveraineté nationale, une France qui aspire en bref à ce qu'on protège la France. Sur l'autre rive, place de la République, la gauche radicale se donne rendez-vous pour contester le rassemblement du RN, lutter contre la dite extrême droite avec les 10 antifas, LFI accompagné des Verts, Verts à l'extérieur, Rouge à l'intérieur, une mobilisation boudée par le PS et par le PCF.
accueilli par la Jeune Garde et Urgence Palestine. Un camp qui se marginalise. Ses réunions publiques sont de moins en moins suivies, mais ne restent pas moins présents dans les médias. Cette nouvelle France théorisée par son chef, Jean-Luc Mélenchon, où l'islamo-wokisme prospère. Ça m'a rappelé une espèce de nanar des années 80, un film qui s'appelait Prof avec un S et qui était avec Patrick Bruel, pour vous donner le niveau de perfection de ce film. Et il était complètement nul, mais il y a une scène qui m'avait fait marrer. C'était en fait un prof qui s'appelait Charles Marx, je crois, quelque chose comme ça, enfin bref, qui était marxiste, avec une grande barbe comme Marx, enfin voilà. Et il montrait deux cartes, la carte des États-Unis et puis la carte de l'URSS de l'époque. Regardez comment il va être d'aussi bonne foi qu'Eliott Deval. Je vous laisse regarder l'extrait. Pas travaille en silence. T'as qu'à fermer ta fenêtre comme les autres. J'ai trop chaud. Et puis d'abord, la liberté des uns. Commence ou s'arrêtent mes cours. Remarquez, c'est déjà bien donné, hein. Bon, ok. Et bah puisqu'on peut plus rien faire d'intéressant ici, on arrête. Reprenons. Regardez comme la découpe des États révèle l'esprit d'un pays. Un esprit primaire. Regardez ces lignes droites, arbitraires et réactionnaires. Ici, par contre, regardez comme les limites des États respectent les montagnes, les rivières, bref, les hommes. Cela montre un esprit de justice et de générosité. Même les côtes. Regardez comme elles sont douces ici. Regardez-là comme elles sont découpées et complètement agressives. Alors, on continue. Tu as été frappé par le choix d'un invité venu parler probité sur le plateau de LCI. Oui, alors est-ce qu'on est sur des gens, je sais pas moi, d'attaque ? Ça pourrait être le cas. Des gens... d'anticorps, d'Acrimed, de qui vous voulez. D'une ONG quelconque. Là, non, ils sont allés chercher la crème des crèmes et nous parlons bien probité. On est toujours sur l'affaire, évidemment. Marine Le Pen et des attachés parlementaires. Regardez qui LCI a choisi. Quant à l'exemplarité, comment dirais-je, elle n'est pas réservée aux seuls responsables politiques. Il n'y a pas qu'eux qui ont l'obligation d'être honnêtes. Il me semble que c'est une obligation que l'on partage, que tous les Français, devraient avoir en commun. Je ne comprends pas, sans être méchant ou vulgaire, je ne comprends pas dans quel cerveau peut germer une idée pareille. Je ne saisis pas, d'autant que c'est pas une seule personne qui va choisir Cahuzac, qui a été condamné, je le rappelle, pour des affaires d'évasion fiscale, qui a été lourdement condamné. Je ne piche pas comment ce garçon peut se retrouver sur un plateau de télé, sur une chaîne aussi importante qu'LCI pour venir ergoter. Mais en plus, on a presque l'impression d'un gag, on a presque l'impression que la personne qui est en face de lui, vous pouvez remettre la séquence si vous le souhaitez, on a l'impression que la personne en face de lui est en train de se retenir de rigoler tellement c'est incongru. Je piche pas, ça fera partie pour moi des grands mystères de ce début d'année 2025. Il est grand le mystère de la programmation sur LCI. Et c'est parti pour les flops. Et donc, à propos des flops, Jean-Jacques Bourdin revient dans ta liste. Oui, alors c'est le copain donc de la fameuse scientifique chercheuse Florence Bergeau-Blaclair, qui est maintenant clairement identifiée d'extrême droite, voire même de la droite de l'extrême droite, alors que Bourdin avait dit, on l'avait pointé il y a quelques semaines, qu'elle était soi-disant apolitique. Donc Bourdin qui a une analyse assez particulière des choses, et c'est Manouk44 sur les réseaux qui a pointé cette espèce de bizarrerie, à savoir qu'il va poser une question à un représentant d'une certaine religion. Quelle question va-t-il poser ? Je vous laisse écouter. Je suis déjà très en retard, je déborde. Dernière question, les lois de la République sont-elles au-dessus de la loi divine ? Mais bien sûr, ça je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai répété. Vous savez, par contre, je veux simplement préciser, quand je fais ma prière, Monsieur Bourdin, quand je suis seul avec Dieu, il n'y a que Dieu qui existe pour moi et qui a l'importance pour moi. Mais après, quand je suis devant vous maintenant, je suis dans une vie laïque, je ne sais pas quelle est votre religion. Moi, vous la connaissez parce que je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris. Protestant. Voilà, il y a aucun problème pour moi. Et si nous devons, vous et moi, parce que nous sommes Français, c'est ça la beauté de la laïcité, c'est que la loi prime pour vous et pour moi. Mais à partir du moment où vous êtes
dans votre religion, comme moi je suis dans ma religion, bien évidemment, c'est tout à fait normal que le divin prime. Et donc, Manouk44, qui est une militante de gauche, qui se revendique de culture juive, s'étonnait sur les réseaux sociaux de savoir, mais est-ce que je n'ai pas le souvenir qu'il ait posé, Bourdin, ce genre de questions, à savoir, est-ce que la foi, la religion passe au-dessus de la République, à des intervenants ou à des invités qui soient eux-mêmes de culture ou de confession juive. Et ça pose effectivement une petite question du fameux deux poids, deux mesures. Paul Larouturou, c'est un reporter du groupe TF1 qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, qui passe également sur la matinale de TF1. Et tu considères qu'il a pris des libertés avec la déontologie professionnelle? Ah non, c'est plus que des libertés, c'est carrément du bidonnage complet, total. Alors c'est pas la première fois qu'il fait ça. On en avait parlé, c'est quand même dingue, parce qu'on avait parlé je crois que c'était la semaine dernière, on avait parlé de l'histoire, vous savez, de Colombe, là, la fameuse pauvre femme qui pleure, qui est bénévole au Resto du Cœur et qui est complètement désarçonnée parce qu'elle n'a pas de travail alors qu'elle a une qualification et qu'elle va voter Marine Le Pen par désespoir, et donc il va en faire la promotion, donc il va faire la promotion du vote Rassemblement National quand même, avant de se rendre compte qu'en fait la fameuse Colombe qui a un certain âge votait déjà pour Jean-Marie Le Pen. C'est quand même pas la même chose, hein. Les chambres à gaz, le détail de l'histoire et ainsi de suite. Donc il s'était complètement ramassé et il avait fait la promotion du Rassemblement National, sachant que d'ailleurs la fameuse Colombe a été récupérée par, je crois, Louis Alliot, qui lui a trouvé un travail, enfin je crois, à l'époque, qu'il avait reçu pour lui trouver un travail. Donc ça lui suffisait pas. Là, il va faire exactement ce que faisait Quotidien, où il a bossé, donc le TPMP pour Bobo. Il va faire un bidonnage complet. Je vous laisse regarder cet extrait et je vous explique en quoi c'est totalement bidonné et que c'est honteux. Enfin, je ne comprends même pas qu'on puisse assumer de faire ce genre de saloperie. Et je dis ça sans guillemets, sans parenthèse et sans excès. Je vous laisse écouter. Résistance. Et maintenant, on va accueillir la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier. On vous entend plus? Résistance, 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 résistance. Donc là, il explique très tranquillement qu'il y a un froid, clair et net, au sein de la gauche, puisque, évidemment, Marine Tondelier va monter à la tribune et que, comme vous l'avez vu, les gens des LFI, pour aller vite, font la gueule et essayent de l'esquiver du regard de façon à ne pas la voir. Sauf que, évidemment qu'on n'arrive pas comme ça la minute d'avant. Il le sait très bien. Donc c'est un bidonnage. C'est de la désinformation. C'est de la propagande. Et on sait très bien que on n'arrive pas. Une chef de parti comme Marine Tondelier n'arrive pas à la minute d'avant au pied de la tribune. Donc évidemment, il s'était déjà salué. Elle va pas resaluer. Et d'ailleurs, Marine Tondelier le précise. J'ouvre les guillemets. Mais enfin, on s'était parlé juste avant qu'il ne monte sur scène, évidemment. Vous voulez qu'on fasse semblant de se redire bonjour juste pour la photo ? Questionne-t-elle. On n'est pas à Hollywood, mais dans la vraie vie. Fermez les guillemets. Et ça me renvoie donc à un reportage complètement bidonné de Quotidien il y a quelques années, où effectivement, on voyait, alors c'est marrant, ça retombe sur les mêmes parties, on voyait Eva Joly monter dans le train ainsi que Jean-Luc Mélenchon, dos à dos. C'est-à-dire qu'ils ne se parlaient pas, ils ne se saluaient pas, et ainsi de suite. Sauf qu'on a découvert très rapidement, parce que c'est quand même pas difficile à vérifier, on a découvert qu'effectivement, ils s'étaient déjà vus avant de monter dans le train. Donc ça n'avait aucun sens de pouvoir dire que c'était un signe de froideur entre les deux et compagnie. Donc c'est intentionnel, c'est de la manipulation, c'est de la désinformation, et je trouve ça absolument scandaleux. Franchement, la profession n'a, me semble-t-il, absolument pas besoin de ça. À propos de l'inéligibilité de Marine Le Pen, tu voulais nous montrer à travers une sorte de mash-up qu'a fait Arrêt sur Image à propos de Marine Le Pen et de ses mésaventures. Il y a également des choses assez ragoûtantes ou peu ragoûtantes que l'on peut regarder dans nos médias.
Oui, c'est très bizarre ce suivisme linguistique, ou sémantique. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont utiliser, donc c'est nos amis d'Arrêt sur Image qui ont fait ce montage, ils vont nous parler, alors qu'il y a eu un vrai... plusieurs d'ailleurs, 2 vrais séismes, notamment dans le sud-est asiatique. Il y a eu 2 vrais séismes, et là, ils vont nous sortir ce terme-là. Mais vous savez, un peu comme on dit, on est pris en otage quand il y a une grève à la SNCF, il y a des vraies prises d'otages, c'est quand même un peu autre chose. Là, ils vont utiliser le terme séisme de manière éhontée, et je vous laisse particulièrement, parce qu'on va en reparler dans quelques minutes, je vous laisse écouter Nathalie Saint-Cric sur le service public. Ce sera la première fois sans interruption depuis 1988 quand Le Pen ne participera pas à ce scrutin. Le jugement de ce matin résonne comme un séisme. C'est un séisme politique. Ce scénario noir, ce cataclysme, ce séisme politique. C'est même un séisme de magnitude 9. Le mot séisme politique n'est réellement pas galvaudé. Et donc, pour Nathalie Saint-Cric, promis, on en reparle dans quelques instants. Alors, une petite polémique, enfin une grosse polémique a secoué le petit monde du commentariat sportif et aussi de la politique ces derniers jours. Et tu voulais revenir là-dessus. Ah oui, c'est pas une petite polémique, hein, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'en fait, c'est un milieu qui, a priori, même si nos amis, effectivement, de la chaîne Parole d'honneur ont développé le fait que l'after, donc l'après, d'RMC Foot posait problème depuis un petit moment. Là, ils ont franchi un cap, et pas de bonne espérance. Ils sont partis sur un truc complètement dingue. Ils sont venus accueillir Caroline Yadan, la fameuse députée Renaissance, qui en fait, je ne sais pas ce qu'elle fait d'ailleurs à Renaissance, c'est assez surprenant. Elle devrait être normalement à minima au Rassemblement national. Elle va être invitée pour parler d'un rapport qu'elle a pondu elle-même avec Julien Audoul du Rassemblement national, qui n'est pas en plus, qui n'est pas la canette la plus fraîche du frigo. Elle va pondre un rapport, venir le commenter, et pendant la préparation de ce rapport, elle va interviewer Riolo. Riolo qui est quand même pas... qui n'a aucune connaissance sur les questions liées à l'islam, aux religions et a fortiori à l'islamisme. Eh ben non, tout ce petit monde-là va se retrouver sur le plateau d'RMC, et voilà ce qu'ils vont se dire, notamment Caroline Yadan. Je vous laisse voir, nos confrères de l'Humanité en ont fait un montage que je trouve assez pertinent. Je vous laisse écouter. Les prières dans les vestiaires, c'est courant et c'est admis. Des clubs ont des salles de prière, on les connaît. Il y en a qui prient dans les vestiaires, on le sait. D'autres qui demandent des salles de prière. 2-3 joueurs sont capables de s'arrêter en plein entraînement pour faire la prière. La neutralité dans le sport existe, et qu'il faut absolument que l'État soit fort. Et ça concerne toutes les religions, bien sûr. Respecter. Toutes les religions. Voilà. On a parlé du carême. Il y a aussi des clubs de confession juive qui sont ouvertes aussi, comme le Maccabi Créteil ou Sarcelles également. Oui, mais enfin, il n'y a pas de comportement ostentatoire. Ce qu'on a entendu et les déclarations, c'est sur l'islam. Une prière n'est pas forcément prosélyte. Alors, il y a eu un tollé absolument général. Évidemment, qu'est-ce que vient foutre Yadan pour bavasser sur des questions d'intrusion, d'entrisme, de l'islamisme, des fréristes, je ne sais pas quoi, sachant que sur le plateau, alors je le dis par honnêteté totale, il y a eu plusieurs réactions en disant « Mais non, il ne faut pas déconner, vous pouvez en parler, mais ça représente 0,02%. 0,02% dans le rapport complet. » Alors, c'est un rapport qu'avait fait le ministère de l'Intérieur, je crois. C'était 0,02% de cas dans l'ensemble du monde sportif amateur en France. Donc, ça représente absolument rien. Mais elle va venir pointer Yadan. Elle va dire ce sont évidemment les musulmans qui posent problème, parce qu'elle dit islamiste, elle n'en a rien à foutre. C'est évidemment les Arabes qui l'intéressent de pointer. Et donc, il va y avoir des excuses, mais que je trouve assez relatives. Je vous laisse écouter. Messieurs, message de l'after ce soir. Message important parce que je veux revenir sur ce qui s'est passé jeudi dernier, qui a fait énormément réagir les auditeurs de l'after jeudi dernier. La présence de la députée Renaissance Caroline Yadan dans l'after a choqué beaucoup d'auditeurs qui ont exprimé leur déception sur X. Je veux dire ce soir à tout le monde que si nous avons choqué toute une communauté, eh bien, c'est que nous avons raté cette soirée, clairement. Et j'en suis sincèrement désolé. L'After, vous le savez, est une émission quotidienne. Tous les soirs, on s'engage avec nos opinions, nos expertises. Évidemment, on n'est pas infaillible. Évidemment, on peut aussi se tromper, comme un joueur peut parfois rater son match
reconnaître ensuite. Je veux quand même rappeler que l'After a fêté ses 19 ans le 4 avril. Depuis 19 ans, on a prouvé jour après jour qu'on était ouvert à tous les acteurs du foot, ici dans notre studio, à toutes les communautés, à toutes les religions, avec toujours le souci d'équilibrer les débats, et je pense que nos succès d'audience le prouvent. Au moment où de nombreux médias choisissent un camp, eh ben nous, on n'en choisit pas. Depuis 19 ans, on est libre, on est indépendant, grâce au soutien de la direction d'RMC qui ne nous a jamais imposé de ligne éditoriale. L'After ne roule pour personne. Donc c'est des excuses, c'est formidable parce que c'est sur la forme. Genre, vous avez été choqué, donc on s'excuse. Bah non, on n'a pas été choqué. C'est les propos de Yadan qui sont choquants. C'est le fait d'avoir invité une pro génocidaire comme Yadan qui est choquant dans une émission sportive que n'importe quelle. Parce que le problème, il est là. C'est que les gamins, si vous voulez, les gamins regardent ce genre d'émission. On avait salué il y a quelques mois, si mes souvenirs sont bons, on avait salué l'équipe TV qui avait pris des positions très, très saines et très claires, et progressistes d'ailleurs, que j'avais salué. Donc c'est pas contre les émissions de football. Simplement, une émission de football, ça peut être regardé par les gamins. Alors nous, on a la chance, nos gamins pourraient regarder ça et tomber sur une Yadan qui raconte n'importe quoi et qui stigmatise les Arabes en général et les musulmans en particulier. Mais alors, sauf qu'on a la chance que nos enfants, tous les vendredis soirs, pendant 3 heures, ils ont une période de rééducation, de réarmement marxiste, mais tout le monde n'a pas cette chance-là, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes. Donc je trouve ça extrêmement pernicieux. J'aimerais bien que les autorités de régulation puissent intervenir là-dessus. Eh bien, ces fausses excuses, heureusement, on peut compter sur Riolo pour corriger le tir avec son arrogance habituelle. Il va jouer les petites frappes de plateau et il va intervenir pour menacer les gens qui ont osé protester, et il va évoquer un mot, un terme que je trouve extraordinaire venant de lui, le mot cerveau. Je vous laisse écouter. Daniel, tu voulais rajouter un dernier truc avant qu'on passe à nos 3 points et au foot? Écoute, tu as été parfait. Juste évidemment depuis jeudi, et c'était évident, forcément l'émission qui fait beaucoup de jaloux parce qu'on a beaucoup de succès et beaucoup de gens nous veulent également du mal. Forcément, ça a été récupéré politiquement, comme par hasard par les extrêmes des deux bords. Tu l'as dit un petit peu dans ton message, je vais le répéter. Mettez-vous ça dans la tête au plus profond de votre cerveau. Nous ne mangerons et nous n'avons jamais mangé de ce pain-là. On peut avoir des opinions, on peut en débattre. Encore une fois, des messages en entier, pas des petits bouts sur X, parce que ça finira par plomber tout le monde, nous et tous les médias, et toutes les idées, et toute la pensée. Il faut tout écouter, ne pas être d'accord, possible. Ok, on en parle, et c'est ce qu'on va organiser prochainement, parce qu'il y a parfois des étapes dans la vie d'une émission où, pourquoi pas faire une petite mise au point. Alors on va la faire, parce que de toute façon, ça ne nous pose aucun problème. Et moi, le premier... Vous pouvez venir, me rentrer dedans, dire tout ce que vous avez à dire, on sera là, on répondra. On ne s'est jamais caché, on ne se cachera jamais. Les jaloux et les malfaisants, on en fera notre affaire, pas de problème. Donc voilà, le côté positif, c'est qu'on peut toujours compter sur Riolo pour remettre les pendules à l'heure. Et je le redis vraiment, parce que c'est important. Je vous invite à aller voir la séquence dans son intégralité. Je le dis vraiment, il y a 2 intervenants qui ont temporisé, qui ont fait le job en expliquant notamment qu'il y avait aussi des clubs sportifs de confession juive et que ça posait pas non plus de problème, mais évidemment pour Yadan, ça en posait. Voilà, et c'est ça qui a évidemment heurté les téléspectatrices et les téléspectateurs. Alors on poursuit avec notre plat de consistance, la rubrique au microscope. Et tu voulais, Mourad, aujourd'hui t'intéresser, en tout cas pointer du doigt, un sujet sur lequel tu t'es déjà appesanti, mais bon, la répétition est pédagogique. Un service public à la dérive, le service public d'audiovisuel qui a été pendant longtemps le refuge d'une certaine forme d'esprit de mesure, en fait ne l'est plus du tout, en tout cas pour toi qui fait profession de regarder attentivement ce que la télé produit et ce qu'elle devient. Est-ce qu'elle produit de pire, notamment? Alors, je le dis effectivement assez régulièrement, mais parce que j'ai pas le choix. Techniquement, je vais pas chercher sur le service public pour détruire le service public. Évidemment que j'y suis attaché au service public et que je souhaite revenir à un service public de qualité. Sauf que là, on a affaire à des choses absolument extraordinaires. Alors, on va prendre dans l'ordre décroissant, à savoir que France Info, puisqu'on parlait du meeting de Marine Le Pen, de soutien à Marine Le Pen, ce fiasco, ça n'en est pas un pour France Info pour une raison
très simple, c'est qu'ils vont utiliser non pas leur propre caméra, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller voir plusieurs chaînes, y compris TF1, qui, eux, ont envoyé les équipes. Eux, ils vont utiliser les cadrages foireux des prestataires, donc des entreprises payées par le Rassemblement national, pour faire des captures d'images, des captures vidéo, et je vous laisse regarder le résultat, il est saisissant. Nota bene que c'est écrit en tout petit derrière, c'est-à-dire qu'on voit une photo, évidemment, où il y a énormément de monde, comme vous l'avez vu sur la capture d'écran, mais il y a écrit en tout petit que c'est des images. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le service public en est réduit? Alors il y a aussi une question de moyens, j'imagine, mais de volonté politique. Qu'est-ce qu'il fait qu'ils en sont réduits à ne même pas pouvoir envoyer, ça se passe à Paris quand même, une équipe pour avoir eux-mêmes leurs images et se rendre compte que les 10 000 personnes revendiquées par Bardella notamment et Alliot, c'est complètement bidonné. Et là, on ne peut pas utiliser des images de prestataires puisque, évidemment, c'est de la propagande et de la communication. Alors, il y a un autre exemple que je voudrais prendre, c'est aussi assez récent, que j'avais pas pu, pour des raisons de timing, vous diffuser la semaine dernière, c'est Laure Adler. Laure Adler, alors, avec mon grand âge, je la connais depuis très longtemps, pas personnellement, mais je la connais depuis très longtemps comme une très proche de François Mitterrand, donc de gauche a priori, et qui a pu dire ceci en toute décontraction. Vraiment, je vous demande de tendre l'oreille parce que ça intervient à la suite d'une démonstration d'une intervenante que je trouve démonstration très intéressante, et elle va en second rideau préciser ceci à propos des étrangers et de nos prestations sociales. Pour parler très simplement. Écoutez bien, tendez l'oreille. Et quelque chose qui est financé, en fait, par... c'est les retraites. C'est financé par leur cotisation sociale. C'est... bon. Et effectivement, on a décidé de le faire collectivement, de le socialiser. Hein, de la même manière que... eh bien, quand vous vous soignez, ça passe par les services publics. De la même manière que vos enfants, en général, sont scolarisés dans les étrangers des écoles. Le savent très bien. Les étrangers le savent très bien. Ils l'ont vu au moment du de nos Covid. services publics. Donc, on a décidé de socialiser beaucoup plus qu'ailleurs. Donc voilà, elle va être capable de dire que les étrangers le savent et que c'est pour ça qu'ils viennent en France pour profiter des aides sociales et ainsi de suite. Pour manger le pain des Français. Non, mais c'est terrible parce que ça, je ne vois pas en quoi ça la différencie de ces propos, la différencie des propos d'une militante, d'une cadre du Front National. C'est très troublant, d'autant qu'il n'y a pas de contrariété. Elle n'a pas été contrariée sur le plateau et ça me dérange encore plus. Il y a ça, il y a eu sur Public Sénat, par exemple, l'histoire de l'intifada, la traduction d'intifada de soulèvement, pardon, en intifada, comme si on allait chasser, donc on est toujours sur le service public, comme si on allait chasser les juifs dans les rues de Paris avec des pierres, mais c'est exactement ce qu'on entend comme bobard immonde sur Radio J, chez Aziza. Enfin, je comprends pas. Il y a une fusion quasiment, comme on disait dans les années 80-90, il y a une fusion, quoi. C'est des boîtes qui fusionnent idéologiquement, et je trouve ça très compliqué. Alors parfois, une espèce de réminiscence comme ça, une espèce de truc où ils vont s'excuser de leurs errements. Sauf que ça foire encore. Là, on va voir Romden, qu'on a déjà... Romden, ouais, de France Info, qu'on a déjà pointé ici, hein, qui est un anticommuniste primaire, de manière militante, qui sort des conneries, qui avait essayé... Alors, on va le revoir après, d'ailleurs, face à Ronnie Broman, qui a une activité ici, hein, aux médias. Vous allez voir, c'est tout à fait formidable. Il va saluer, féliciter Daïk Odoui, son confrère, qui va présenter des excuses parce qu'il a sorti un énorme bobard. Sauf que, rebelote, pardon, tendez l'oreille. Avant de vous quitter pour quelques secondes, donner la parole à Daïk à propos de propos qui ont été tenus sur notre antenne. Vous voulez faire un rectificatif? Oui, des propos que j'ai tenus moi sur l'antenne tout à l'heure. J'ai dit que des cris morts aux juifs avaient été entendus lors de ces manifestations samedi. Ce sont des témoignages qui sont partagés sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ne constituent pas une information en soi. Or, pour l'instant, aucune vidéo certifiée ou examinée va dans le sens de ce que j'ai dit, et aucun journaliste de France Télévisions n'a constaté ça sur place samedi. Donc j'ai été imprudent, c'est même un euphémisme, j'ai manqué de discernement et j'ai pas mesuré ma parole, ce qui est grave dans un sujet comme ça extrêmement abrasif. Donc je tiens à présenter mes excuses auprès des organisateurs des manifestations de samedi. Vous avez bien entendu.
il présente des excuses en disant « pour l'instant, ça n'a pas été prouvé ». Ça veut dire quoi, pour l'instant ? Ça veut dire, ok, j'ai merdé, j'ai sorti des conneries énormes, immondes, qui viennent salir un mouvement populaire, qui viennent salir des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, mais pour l'instant, ça n'a pas été prouvé. C'est complètement fou. Ça veut dire que si, par exemple, je te traite de pédophile ou de pédocriminel, tu vas me dire, alors, ça va pas, non, t'es complètement fou. Ok, je présente des excuses. Pour l'instant, ça n'a pas été prouvé que tu étais pédocriminel. Enfin, Je ne l'étais pas. Ouais, c'est complètement délirant. Donc voilà, même en s'excusant, ils arrivent encore à produire des choses, je vais être poli et sympa, très discutables. Alors, il y a aussi, donc je reviens à Romden, il y connaît rien au dossier, notamment de géopolitique, on va dire ça comme ça, et à ce qui se passe au Moyen-Orient. Pourtant, il va avoir un discours péremptoire, donc sur la moindre connaissance des dossiers, face à Ronnie Broman, qui est quand même qui a vécu en Israël, qui connaît ses dossiers par cœur, qui est de culture juive et qui sait très bien, qui connaît très bien ses dossiers, qui est en plus un ponte dans le milieu de l'humanitaire. Et lui, le petit Romden des salons parisiens, va venir lui tenir la dragée haute d'une manière qui force vraiment, vraiment mon admiration. Je vous laisse regarder. Revenir, un pays dont je pense qu'il est démocratique, et je pense que c'est à peu près admis, Israël, même si vous le contestez. Demandez aux Palestiniens ce qu'ils en pensent. Demandez aux Palestiniens. Et une organisation terroriste. Pardon, excusez-moi. Demandez aux Palestiniens qui vivent sous juridiction israélienne ce qu'ils pensent de la démocratie israélienne. Il y a beaucoup d'Arabes israéliens qui pensent qu'elle est effectivement, qu'elle fonctionne. Ah oui. Il y a 2 millions d'Arabes israéliens. Oui, il y a 2 millions d'Arabes israéliens. Demandez-leur. Regardez comment ils s'expriment. Il y a eu pas mal de reportages là-dessus. Je dis pas qu'ils pensent tous comme ça, mais... Non. Il y a 5 statuts de Palestiniens, 5 statuts juridiques de Palestiniens. Les Palestiniens de 48, disons que les Palestiniens à l'intérieur d'Israël, les Palestiniens de Jérusalem, et les Palestiniens de Cisjordanie, les Palestiniens de Gaza et les Palestiniens réfugiés. Je laisse de côté les réfugiés, ça n'est pas directement sous juridiction israélienne, bien qu'ils soient à l'origine quand même du statut de réfugiés. Mais 4 statuts juridiques différents, dont 2 qui sont à Gaza et en Cisjordanie des statuts juridiques nuls, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont aucun droit et qui vivent à côté de gens qui les envahissent et qui ont tous les droits. Si vous appelez ça une démocratie, alors moi je ne sais plus quelle valeur attacher au mot. Il me semblait qu'il y avait des élections libres dans ce pays. Il y a des élections libres. Ça suffit pas pour déterminer qui en Afrique du Sud. À ce moment-là, Si, il y avait des élections qui étaient libres pour les blancs en Afrique du Sud. Pour les blancs, que pour les blancs. Et il y avait aussi des députés noirs à l'Assemblée. Eh bien, l'Afrique du Sud n'était pas une démocratie, c'était un État raciste, comme l'est l'État israélien. Ça fait beaucoup parce qu'on parle de plusieurs antennes du service public et même des vedettes, des stars du service public, du journalisme politique au sein du service public se font, disons, embarquer dans ce que tu considères comme une dérive. Oui, il s'agit de Nathalie Saint-Cric, en l'occurrence, qui vient de devenir super dirlo chez France Télévisions. Alors, de manière intérimaire, je crois. C'est pas forcément quelque chose de permanent. Mais enfin, n'empêche que elle prend du galon et elle va se retrouver face à Nathalie Arthaud, donc de Lutte ouvrière, qui va lui parler du système capitaliste. Et elle va lui poser une question complètement hallucinante, puisque on connaît, je veux dire, quand on est journaliste politique, on connaît Lutte ouvrière, on connaît Nathalie Arthaud, on connaît ses positions sur le capitalisme. Écoutez ce qu'elle va dire. Et je reviens juste là. Dire à Nathalie Arthaud, pour qui d'ailleurs j'ai une certaine sympathie. Sympathie, c'est pas, j'ai pas à l'aimer ou pas à l'aimer, mais je trouve qu'elle est assez constante et honnête et transparente. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce qu'elle pense. Elle s'en cache pas. Il y a des gens qui s'en cachent, qui se cachent d'être racistes, d'être anti-arabe, d'être anti-machin, bidule truc. Elle ne se cache pas par rapport à son rapport au capitalisme. Elle a toujours été extrêmement claire et dans la démonstration assez précise, je trouve. On dit pas à Nathalie Arthaud ou à un cadre de Lutte ouvrière, on lui dit pas il faut faire avec le capitalisme.
Pardon, oui, ça n'a aucun sens. Mais c'est le fait, c'est un fait. Et je trouve ça complètement stupide. Par ailleurs, je vous informe, si vous ne le savez pas, que la quasi-totalité des syndicats de journalistes ont produit cette semaine un communiqué pour discréditer le discours de cette fameuse Nathalie Saint-Cric à propos de l'affaire Le Pen. On y revient encore, hein, ça a occupé pas mal quand même les médias cette semaine, puisqu'elle avait dit dans son édito hors sol sur France 2, si mes souvenirs sont bons, que en gros on n'avait pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'elle s'adresse aux juges, nous sommes dans la séparation des pouvoirs, elle s'adresse aux juges pour leur dire vous avez merdé, on n'avait pas besoin de ça en ce moment. Mais qu'est-ce que c'est? Une décision de justice ne prend pas en compte le climat politique. Enfin, on s'en fout. Qui a mis le dawa? C'est évidemment Macron avec sa dissolution. C'est pas les juges qui sont comptables de ça et qui ne seront jamais comptables de ce qui se passe politiquement dans notre pays. Alors heureusement, des gens réagissent par rapport à tout ça. Et notamment Gabriel Catala, qui est donc député NFP-LFI, qui a saisi l'Arcom, et je vais vous laisser regarder la réponse qu'elle a reçue. C'est toujours une réponse hyper timorée. Ça concerne, alors on en avait parlé ici très largement, ça rappelait donc l'histoire de Gaza. Vous savez, France Info avait fait un truc sur Gaza avec la Côte d'Azur, la Riviera, à savoir est-ce que c'était possible avec un professionnel du tourisme, qu'ils ont retiré en loose day avec une lâcheté qui vraiment, je trouve ça extraordinaire, quoi. Ils n'ont même pas prévenu, pas d'excuses, rien. Et le journaliste qui a osé faire ça, et de nouveau, journaliste vedette sur le plateau de France Info, eh ben, ils vont répondre. Alors, ils vont condamner, mais condamner avec les mots de l'Arcom, donc c'est très très soft. C'est juste un avertissement. Effectivement, ça correspond pas aux standards habituels, mais au moins, il y a des gens, comme on disait la semaine dernière, avec Ercilia Soudet, il y a des parlementaires, notamment, qui saisissent régulièrement l'Arcom et qui arrivent parfois à avoir des réponses. Alors, je terminerai par ce grand moment qui est un espèce d'entre-soi avec, alors c'est toujours pareil, hein, je suis désolé, j'arrive pas, ces machins, ces trucs, ces bidules, c'est ce soir, c'est demain, c'est à vous, c'est médiatique, enfin bon, les espèces d'émissions de l'entre-soi. Et là on va assister à un temple de l'entre-soi, puisqu'ils vont louer France Inter et ils vont présenter l'émission, mais comme un espèce de... Mais je trouve ça insupportable parce que il y a pas de recul, il n'y a pas de critique, et je trouve que sans critique, il n'y a pas de vie médiatique. Et là, on est aux antipodes, on est sur quelle époque, on est sur un condensé de quelle époque, de quotidien, de je ne sais quoi. Regardez cet extrait, il est magnifique. Rebonsoir, bienvenue dans Célèbre de la Suite avec Natacha et Victor. Ce soir, on vous propose une émission spéciale France Inter. Les audiences de la station tutoient les sommets et suscitent bien des convoitises. On en parle avec la patronne Adèle Van Rett, mais aussi une des stars de la radio, l'intervieweuse de 7h50, Sonia De Villers. On ira dans les coulisses de la matinale, très particulière cette semaine, puisque Nicolas Demorand s'est confié sur sa bipolarité. On reçoit aussi deux des hommes les plus drôles de France, Mathieu Noël et Daniel Morin. Adèle Van Rett, Sonia De Villers, Mathieu Noël et Daniel Morin sont nos invités. Bonsoir Adèle, bienvenue. Merci beaucoup. On est très contents de vous recevoir. Ça fait une belle brochette. Bonsoir. La brochette. Bonjour madame. Bonsoir. Bonsoir Le Mathieu. bout de la brochette. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que vous seriez Mathieu dans la brochette? Je sais pas. On voulait célébrer votre succès, ce projet. On a regardé tout ça. Momo, qu'est-ce que cela nous dit du service public en 2025, service public de l'audiovisuel? Ça vient malheureusement valider ce que je dis depuis plusieurs mois maintenant, hein, dans cette émission. C'est cette fameuse fenêtre d'Overton médiatique. C'est-à-dire qu'il faut impérativement, il faut qu'ils se ressaisissent. Les patrons des chaînes publiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas courir comme ça à corps perdu derrière BFM, qui court derrière CNews, qui court derrière i24 News. Il faut revenir à quelque chose d'un peu sérieux, d'un peu décent, d'un peu... Vous voyez, j'ai souvent, quand je rencontre, j'ai le plaisir, la joie de rencontrer nos internautes et nos téléspectateurs, et téléspectatrices, vient souvent la question de l'objectivité. Je dis
que l'objectivité, j'essaye de démontrer que l'objectivité n'existe pas, mais que par contre, il faut s'imposer de la rigueur. Et là, il n'y a pas de rigueur. Le fil conducteur de ce que je vous ai montré, c'est que c'est l'absence totale de rigueur. Et des points de vue personnels ou des choses non vérifiées, hein, comme l'affaire des pancartes durant la manif du 22 mars. Donc c'est juste de la rigueur. Je demande que ça. Et donc cette fenêtre d'Overton, il faut que ça cesse. Et il faut vraiment qu'on fasse le taf qu'est en train de faire. Vraiment, je vous invite à aller voir l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui sur les réseaux sociaux fait un travail extraordinaire. C'est-à-dire que le service public de l'audiovisuel, l'INA. Oui, absolument. Mais ils mettent en perspective ce dont on entend parler régulièrement. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont expliquer avec simplement des images d'archives, sans commentaire, que des choses qui sont dites ici et là, sont fausses. Ils vont rebalancer les discours de Jean-Marie Le Pen sur les Juifs, sur les camps de concentration. Ils vont faire un travail assez précis. D'ailleurs, j'espère que ça va durer, parce que ça m'inquiète un tout petit peu. Je me dis que quelqu'un, à un moment, va dire stop, parce que tellement c'est engagé. Engagé, pour moi, c'est un terme positif. Tellement c'est engagé dans le sens de la vérité et de la rigueur. Donc voilà, j'espère qu'on va aller vers ça. Et vraiment, j'invite les citoyens à s'engager, notamment auprès de nos amis d'Acrimed ou d'ailleurs, mais de s'engager pour reprendre la main, parce que là, ils ont complètement lâché la rampe. Et je trouve ça extrêmement, extrêmement dommageable. Et j'espère que ça n'aboutira pas à un drame ou à un séisme, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, politique pour dans les 2 prochaines années. Alors, on continue, et c'est le moment du coup de cœur, ou des coups de cœur d'ailleurs. Oui, alors j'ai 2 livres que je voulais vous conseiller. Il y a un petit moment que j'ai pas fait de livre parce qu'on a été contraint par le temps. C'est un livre de Cyril Richer. Alors si vous vous intéressez à la vie politique anglo-saxonne, anglaise en l'occurrence, et notamment au Parti travailliste, il y a une thèse qui s'appelle l'effet Starmer et qui est signée donc Cyril Richer, et qui explique comment les travaillistes sont devenus un parti de droite. Alors ça peut paraître étonnant, mais c'est étayé. Je trouve ça assez intéressant. On peut ne pas être d'accord. Je trouve ça assez intéressant. D'ailleurs, qu'on s'intéresse ou qu'on s'intéresse pas, parce que c'est quand même un peu ça le but du jeu. C'est que si on connaît pas, si on ne s'intéresse pas, je trouve que c'est là que ça vaut plus le coup encore de se pencher sur ce genre d'ouvrage pour comprendre ce qui se passe outre-Manche, en l'occurrence. C'est un peu comme dans les restos d'ailleurs. Les très bons restos où j'ai parfois la chance d'aller, je prends le plat que j'aime le moins, parce que je me dis c'est peut-être là que je vais découvrir qu'il est tellement bien fait que je vais l'apprécier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et là, je me dis, voilà, c'est pas un sujet qui m'a passionné dès le départ, mais je trouve que cette histoire des travaillistes, historiquement, le labour, historiquement, on l'a connu notamment face à Margaret Thatcher, évidemment. On l'a connu comme un parti extrêmement ancré à gauche. Et bien là, il explique par le menu que ça n'est plus le parti de référence de la gauche britannique. Et donc, je vous invite à le lire. Évidemment, c'est aux éditions Le Bord de l'eau, document. C'est signé Cyril Richer. L'effet Starmer, comment les travaillistes sont devenus un parti de droite. Et l'autre livre que je voulais vous présenter, donc je rappelle que c'est une vitrine, on n'est pas sur la critique, évidemment. Je n'ai pas cette prétention, mais simplement, quand j'apprécie un livre, je vous le fais partager. C'est Le coup de la mort, la sécurité sociale jusqu'au bout. C'est signé Alain Baudouin et Jean-Loup de Saint-Phal, avec une postface de Bernard Friot. Alors, c'est un sujet qui peut paraître pas super sexy d'emblée, puisque ça va toucher aux frais d'obsèques. Et ils vont, ces 2 garçons, que je dis garçon, c'est affectueux, parce que c'est ces 2 profs qui sont extrêmement engagés dans cette question-là. Ils veulent qu'on soit égaux face aux obsèques, face à la mort, pour aller vite, et ils veulent que tout au long de la vie, il y ait par des mini-cotisations, et donc des cotisations sociales, et puis des engagements, une espèce de charte, avec de la bienveillance de la part d'entreprises funéraires, de façon à pas arnaquer les gens qui sont dans le deuil et qui peuvent se faire rouler de 10 000, 15 000 euros pour des obsèques, donc avec des tarifs tout à fait raisonnables, donc
conventionnées, des entreprises qui sont conventionnées pour pouvoir faire ce travail-là. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que d'abord, c'est courageux. Et puis, c'est un vrai sujet. Et pour le coup, c'est un sujet un tout petit peu universel puisqu'on va tous, malheureusement, y passer, évidemment, le plus tard possible. Donc, ça s'appelle Le coup de la mort. La sécurité sociale jusqu'au bout, Alain Baudouin et Jean-Loup de Saint-Phal, une postface de Bernard Friot. Et c'est aux éditions du Détour. Et on finit avec les remerciements. C'est la dernière rubrique. Alors oui, cette semaine, il y en a excessivement peu, même si j'ai participé à une fameuse, vous pourrez revoir dans la précédente chronique, dans les remerciements, j'avais cité une soirée vraiment exceptionnelle aux Amarres, sur le quai d'Austerlitz, au 24 quai d'Austerlitz, et c'était vraiment magnifique. J'ai rencontré énormément de gens passionnants. Je voudrais remercier Marie Wollstonecraft, je voudrais remercier Maxime, qui est un ami, un camarade de promo, de jeu de Malo, l'un de nos collaborateurs ici présents, et son camion, qui a décidé de vivre dans son camion, et donc a complètement aménagé un camion, et qui fait le tour de France, qui se balade, qui va se poser là où il a envie, et je trouve cette liberté assez remarquable. Il y a également Aude de Nanterre, Nadia de Paris 20e, Florence d'Aubervilliers, Nathalie de Paris 19e, Dan de Paris, alors lui, il est de la Casa de Piedria, c'est un graphiste et un tatoueur, ainsi que Rita. J'avais un dernier message à vous faire passer. À toutes et tous, vous êtes très 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 nombreux à m'écrire, alors à la fois sur Twitter, Instagram, en DM, sur Messenger et compagnie. Je suis absolument désolé, je vous présente mes excuses. J'ai beaucoup de retard de correspondance, et donc je voulais juste vous dire que c'est pas un désintérêt de ma part, c'est juste que je suis très très en retard et très bordélique. C'est pas que je suis débordé de travail, c'est que je suis extrêmement bordélique. Donc vraiment, s'il vous plaît, si je ne vous réponds pas, si je ne vous ai pas répondu, n'hésitez pas à me relancer aimablement. Je me ferai un devoir vraiment de vous répondre, et vraiment toutes mes excuses pour les retards, parce que souvent c'est des choses hyper intéressantes culturellement, ou des propositions de sujets à traiter que je trouve extrêmement pertinentes. Donc voilà, n'hésitez pas à me relancer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à toi, Mourad. Et merci à vous d'avoir regardé L'œil de Moumou sur la chaîne YouTube de Média, sur notre site internet, ou encore sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov également. On rappelle que le média, votre média, ne vit que des dons et des abonnements de soutien de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur le mediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force, restez connectés aux médias.